Merci beaucoup à Louisa et Dany qui ont présenté dans un climat de sérieux, dans l'intention qui est la vôtre. Je suis bien consciente de la responsabilité qui est la nôtre en vous présentant aussi notre analyse, puisque c'est une réunion d'information, c'est pas une réunion polémique. Et donc, pour moi, c'est aussi très important. D'abord parce que ce projet de tram Nord est un projet de l'Eurométropole. Donc, je me suis présenté aussi pour assister à la réunion à Lichheim, comme j'étais également à la réunion d'enquête publique, comme j'étais également à la réunion Avenue des Vosges. Je ne pourrais malheureusement pas être à la réunion prochaine à Schiltigheim parce que je serai en voyage. Mais j'y serai venu et je vais vous dire que pour moi, c'est normal. Ce projet est un projet qui engage l'avenir de nos finances, de l'Eurométropole, qui engage également l'avenir et la performance du réseau de transport public strasbourgeois, puisque le tram, depuis le début, c'est-à-dire il y a 30 ans, a été conçu comme un élément structurant qui devait renforcer le réseau, permettre le transfert modal, c'est-à-dire réduire la circulation automobile et permettre à tous les modes plus doux, c'est-à-dire tramway, bus propre si possible, mais aussi vélo et aussi les piétons. Nous étions partis de la situation des piétons, et je pense qu'aujourd'hui le piéton n'est pas suffisamment pris en compte dans le projet tel qu'il est présenté. Et c'est dommage, parce que le tram était aussi une forme à la fois de transport de distance, avec une fréquence de type métro léger, métro de surface, puisque vous vous souvenez, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y avait un débat entre un système de métro léger souterrain ou le tram qui permettait, avec le même coût, de faire le double de kilomètres. Donc, ce que je veux dire par là, puisque nous avons été à la suite de ce que j'ai voulu démontrer, les premiers à Strasbourg, à analyser économiquement le résultat d'un transport public, à la fois sur la valeur des immeubles, et j'avais constaté que, par exemple, avec l'arrivée du tram, la valeur des appartements à Rue-Pierre était montée. Il faut éviter la spéculation, on est bien d'accord. Mais un tram a toujours un impact sur les commerces. Nous avons mis en place un observatoire de centre-ville, de manière à avoir, de manière régulière, constante et de façon transparente, la possibilité d'analyser si un tel transport et la piétonisation du centre-ville de Strasbourg étaient positives ou non pour les commerces, de manière à pouvoir rectifier le tir et changer éventuellement la manière dont étaient organisées les boucles de circulation d'accès au centre-ville, la fréquence du transport, la régulation de l'accès au domicile des habitants, etc., et la circulation vélo, puisque vous savez que dans ce grand espace, vous avez à la fois le tram, les vélos, les piétons, ça fait parfois des conflits, mais en tout cas, ce gain d'espace a été évidemment extrêmement important. Donc, voilà, je suis là parce que je pense que nous devons avoir un débat public qui soit bien informé, qui soit transparent, qui soit respectueux des gens. Et dans ce débat, ce qui me gêne, c'est que j'entends beaucoup parler, y compris dans l'exposition sur les 30 ans du tram. Et je dis entre parenthèses que j'ai découvert que mon nom était sur les panneaux, pour une exposition qui est place Kléber, pour une exposition qui est installée dans le centre administratif, et qui est vue avant même l'endroit où se trouve l'enquête publique, ses bureaux, les commissaires enquêteurs, ce que je trouve gênant, car cette exposition contient la présentation positive et, je dirais, avantageuse du tracé qui est soumis à l'enquête publique. Et je le dis d'emblée, je suis gêné, parce que je pense que dans ces circonstances, 1, j'aurais dû être prévenu, 2, j'aurais dû voir les textes s'il s'agit des 30 ans du tram et de ce que j'ai fait, et 3, je suis d'autant plus gêné que la manière dont c'est traité est une manière technique, abstraite, théorique, et ne prend pas la dimension humaine, car je le dis d'emblée et tout net,
et ça vous dit le sens de ma présence ici, ce sont les habitants de l'Eurométropole qui ont fait le succès du tram. Parce que ce sont eux qui sont les usagers. Et ce sont les usagers qui, par leur habitude de transport et de mobilité, permettent le succès d'un moyen de transport public. Je dis bien d'un moyen, parce que le tram, le bus, l'autopartage, la voiture, le vélo, etc., ce sont des moyens. Ce sont des moyens. Et chacun et chacune doit pouvoir adapter son mode de transport à ses besoins. Et c'est ça qui est important. Et ce qui a fait le succès du tram à Strasbourg, et le choix du vélo, on n'a pas mis une baïonnette dans le dos des gens. On ne leur a pas dit on va vous empêcher de circuler, non. On n'a pas non plus élargi les voiries, on a régulé. Mais on a régulé en concertant en permanence, en changeant des stations, en permettant un accès, en travaillant avec les associations de personnes handicapées, en travaillant avec les jeunes, les enfants, les mamans, les femmes qui sont des usagères nombreuses du transport en commun. Ce que je regrette, c'est que dans ce projet, comme d'ailleurs, je peux le dire, partie dans le tram-ouest, c'est que les habitants sont la dernière roue de la charrette. C'est pourtant eux qui feront le succès ou non, c'est donc eux qui doivent se prononcer. Et d'emblée, je dois dire aussi autre chose, que vous sachiez pourquoi c'est important d'échanger. Nous avons aujourd'hui plus de 40 km de tram. 82. Bon. Oui. Alors, voilà, on est dans un réseau qui est, je dirais, qu'on peut constater ou considérer comme un réseau à maturité, presque à maturité. Donc, ça veut dire que toute extension nouvelle doit être analysée pour ce qu'elle apporte et pour son équilibre économique pour qu'on puisse justifier la dépense publique. C'est la raison pour laquelle il est important que pour desservir Schiltigheim, ce qui pour moi est évidemment une évidence et une nécessité, il ne faut pas le faire au détriment de Bischheim et de Nain. Et permettez-moi de le dire, puisque j'ai été à l'origine de la desserte des 3 communes, Schiltigheim, Bischheim, Önheim, à l'époque du maire Alfred Müller, qui lui ne voulait pas que le tram passe par la route de Schiller, parce qu'il y avait les activités économiques et parce qu'il pensait que le tram ne serait pas forcément la solution. Nous avons quand même réalisé un tram qui joint les 3 communes. Et quand j'entends le maire de Önheim dire « Moi, ça va, c'est bon, j'ai déjà le tram qui vient jusqu'à Önheim », je rappelle que la ligne B, qui est celle-là, qui va jusqu'à Lingolsheim, est la deuxième en succès, après la première ligne, la ligne A. Et donc, nous avons aujourd'hui à avoir des réponses qui sont de même niveau, de même service, de même qualité de fréquence, de même prix, et de même, je dirais, facilité d'usage que ce que nous avons réalisé précédemment. Alors, le slide suivant. Ouh. Louisa. Coucou. Bon, alors on voit pas très bien, on va peut-être un peu baisser la lumière, parce que sinon on ne verra pas les lumières. C'est l'image du réseau avec le projet de l'Eurométropole. Vous voyez que, en fait, le projet de Tram Nord, c'est la ligne C que vous avez indiquée en jaune orangé, qui passe, comme l'a dit tout à l'heure Dany, qui descend par la route du Général de Gaulle, la rue Hélène Schweitzer, la place de Haguenau, par l'axe Wissembourg-Wilson, Faubourg de Saverne, Homme de Fer, Broglie, République et Wernedorf et Neuhof. Quels sont les points noirs, pour ne pas répéter ce qui a été dit, de ce tracé? Je vous l'ai dit, les priorités du tram et les causes du succès, il n'y a pas que le succès de la fréquentation par les passagers, il y a aussi quelques règles. Et les règles qui ont été mises en place, c'est le site propre. La priorité. C'est la cadence, la fréquence, si vous voulez. C'est l'accessibilité. Donc, un tram, à Strasbourg, s'il a une vitesse prévisible, aujourd'hui, comme il y a un réseau beaucoup plus grand, évidemment, on a parfois aussi un ralentissement, ça peut arriver,
et je vais dire pourquoi il faut éviter a priori les ralentissements qui peuvent être prévus. Un tram n'a pas, jusqu'à présent, à part un endroit sur Ilkirch, je dirais, qui n'a pas beaucoup d'impact sur le réseau et sur la ligne, et à part le tram ouest qui a la moitié de la distance des 600 mètres qui sont prévus sur la route du Général de Gaulle, la voie unique est un problème, parce que dès qu'il y a un pépin, ça bloque tout. En plus, on commence la voie unique à Schiltigheim au carrefour de l'embranchement, c'est-à-dire un carrefour à 5 branches. Imaginez qu'il y a un pépin dans ce carrefour, et le tram est bloqué. Et ça, c'est évidemment un problème à anticiper et peut-être à ne pas provoquer. C'est en tout cas pour moi un des désavantages évidents par rapport à la régularité d'un tram et sa fiabilité. Le deuxième inconvénient, c'est de faire circuler des voitures sur la ligne de tram, sur l'infrastructure tram. Autant on peut, parce que les bus sont cadencés, penser que dans certains cas, comme c'est le cas du Var de Nancy, comme je le proposais dans le cas de la route de Michelin, on peut garder un service bus sur l'infrastructure tram parce que le bus s'intègre dans l'interface entre les passages des trams. Donc ça, c'est une possibilité. Par contre, si vous mettez des véhicules, on ne peut pas demander aux gens de respecter la même cadence ou la même régularité. Si vous avez quelqu'un qui tombe en panne, il vous arrête le tram, et là, vous êtes vous-même coincé. Quels sont les autres points noirs que je vois dans ce tracé? Il y a 3 voies de tram rue de Wissembourg, plus la circulation automobile, plus la circulation vélo, plus les piétons. Rue de Wissembourg, tout va être bouché et complètement saturé. Ce que je veux dire par là, puisque tout à l'heure, Jean-Louis Hervé disait, nous aussi, on veut respirer comme tout le monde, eh bien, les points noirs, c'est les endroits où on va contraindre les habitants à supporter tout le déport, tout le bruit, toute la pollution qui pourra être dégagée des autres voies. La saturation du carrefour Wilson-Voli. Alors là, je vais vous poser une petite question, comme on le faisait dans les écoles primaires. Étant donné que nous avons un carrefour Wilson-Voli, qui doit être traversé par 3 trams à une cadence de, disons, 7-8 minutes. Étant donné que nous avons à peu près le double de bus qui doivent venir de l'arrière-gare vers la place des Halles toutes les 2 minutes dans les 2 sens. Étant donné que le carrefour doit également accueillir la circulation automobile, la circulation cyclable et quelques malheureux piétons qui voudront accéder à la gare à pied, puisqu'ils ne pourront plus accéder directement à la gare en venant de Schiltigheim. Ils auront 450 mètres à faire depuis la station jusqu'à la gare elle-même et au quai. Donc, la première promesse qui a été faite aux Chilicois, non, l'accès n'est pas direct à la gare. L'accès se fait à la gare. Il y a 450 mètres, ce qui veut dire qu'avec des bagages, avec des enfants, quand on est une personne âgée, qu'on a un peu de problème de mobilité, eh bien ça devient très compliqué. Et c'est peut-être aussi compliqué si on doit se faire déposer, puisque, autre chose, dans le même carrefour, il faut aussi penser que le parking Voli sera le parking de la dépose minute. Mais je ne vais pas tout dire. Il y a encore un tunnel qui va être rouvert, et ce tunnel doit être rouvert pour accéder au parking P3 des Halles. Quand j'ai regardé ce projet de réouverture de ce bout de tunnel, je me suis rendu compte que les véhicules qui voudraient rentrer dans le tunnel seront précisément stockés dans le carrefour de Cronenbourg. Donc, la saturation du carrefour Wilson-Voli, plus la saturation du principal carrefour d'entrée-sortie de Strasbourg, qui sera Cronenbourg, vous ajoutez les deux, eh bien, la thrombose est totale. Nous dépassons les 100% de bouchons, de congestion. Alors, ma question, par rapport au petit problème de classe primaire, c'est, étant donné toutes ces données, quel est celui ou celle ou le véhicule qui ne passe plus?
Eh bien tous. Plus personne ne passe, exactement. Et qui paye le prix le plus lourd? Nous, c'est-à-dire les citoyennes et les citoyens. Qui auront payé pour 268 millions d'euros un projet qui va, du coup, leur coûter, je dirais, en termes de temps de parcours, en termes de stress, en termes de, je dirais, de difficultés de circulation, quel que soit le mode que l'on aura choisi. Le tram, le bus, la voiture, le vélo ou les pieds. Donc, voilà l'exemple, pour moi, tout à fait parlant de cette situation. On peut aussi, pardon, on peut changer le slide. Oui, et l'homme de fer. Alors l'homme de fer, bon, j'en dis un mot, puisque l'homme de fer, on a dit et on a justifié que le tracé par l'avenue des Vosges était un tracé qui allait soulager l'homme de fer. 5 lignes de tram passent, c'est trop, on est d'accord. Mais finalement, il en reste toujours 5, puisqu'on n'a pas changé. Et puisque la ligne C continue de passer par l'homme de fer, tant mieux, je le propose aussi, puisqu'il faut quand même que les habitants de Schiltigheim, à qui on a dit « vous accéderez au centre-ville de Strasbourg », puissent y accéder. Ah, ils arrivent à l'homme de fer, et puis ils partent vers Broglie, et ils vont vers République, puis vers Neudorf et Neuhof, comme je l'ai dit auparavant. Ça veut dire qu'en réalité, quand on a dit aux habitants de Schillig, vous allez pouvoir être tout à fait directement en accès du centre-ville de Strasbourg. Pas tout à fait vrai. Le fer n'est pas partout. Pas le long. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut prendre, depuis le tram nord, tel que je le préconise, un tracé qui va tout droit, c'est-à-dire la ligne A, c'est-à-dire la ligne majeure, mais je vais vous expliquer pourquoi, il y a une condition pour cela. Donc, aujourd'hui, on propose un tracé qui n'est pas satisfaisant. Et alors, quand vous voyez la vitesse commerciale, si je vous dis qu'elle est une des plus faibles prévues du réseau, vous allez comprendre très vite, je la cherche, excusez-moi, je vais la trouver dans mes papiers. La vitesse commerciale est prévue à entre 14,5 et 15,5. Pour vous donner une idée, la vitesse commerciale de la ligne qui dessert Schiltigheim-Bischheim-Menheim sur le côté, c'est bien sûr, elle est tangente aussi, en partie, bien sûr, il faut le dire, elle est de 19,5. 19,5. C'est une des trois plus importantes vitesses commerciales. Donc on a un temps de parcours qui est moins bon, qui sera un des moins bons du réseau, et on a une vitesse commerciale qui ne sera pas performante. Voilà tous les points noirs que je voulais indiquer. Maintenant, je vous montre, alors on ne voit pas très bien malheureusement parce que les couleurs ne ressortent pas. Vous voyez en fait en rose normalement autour de la ligne du tram nord, si vous voulez, la prise en compte de la population et la desserte de la population. Ce qui m'a frappé dans ce dessin que vous retrouverez dans les documents de l'enquête publique, c'est qu'en fait, à droite, vous voyez la branche là, qui remonte du côté de Schiltigheim qui va jusqu'à Bischheim, montre que, en fait, la population, à partir de la mairie, n'est plus du tout concernée et n'est plus prise en compte dans, je dirais, le bénéfice du tram. Ce qui veut dire que quand on vous dit que le périmètre de prise en compte du tracé du tram nord, il concerne bien la branche gauche et un petit tronçon qui va jusqu'à la mairie de Schiltigheim. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la mairie de Schiltigheim est le bâtiment le plus central, si l'on peut dire, de la commune. Et que l'intérêt doit être, évidemment, de pouvoir en faire un vrai centre et de pouvoir permettre à chacun de s'y rendre. On peut changer le slide. Donc vous voyez, c'est inéquitable. Et quand le maire de Bischheim dit « ma population n'est pas concernée par le tram, elle est un peu, puisqu'il y a un tout petit bout de tram qui rentre route de Brumath. Enfin, on peut dire que non. En réel, non. Il n'y a même pas de parking relais, comme ça a été dit tout à l'heure. Mais surtout, le nord de la route de Bischwiller ne permet pas de prendre en compte cette population. Donc on a un impact
pour le nombre d'usagers qui est négatif. C'est important de voir aussi que, parce que le président de la commission d'enquête a dit « Ah, mais on peut faire des propositions, pas de contre-propositions. » D'accord? Il a parlé aussi, il a dit « Il faut que ça reste dans le périmètre. » Moi, il l'a dit. Il a dit « Madame Trottmann, je vous dis tout de suite, on pourra traiter que du tracé qui est soumis à enquête publique. » Je lui ai dit « Je sais, je ne peux pas... Hein, voilà, une expérience. » Je lui ai dit « Je sais, Monsieur le Président, mais je peux faire des propositions. » Alors il m'a dit « Je lui ai dit « Oui, je peux faire des propositions. » Je ferai donc des propositions. Je ne peux pas ne pas, en responsabilité, faire des propositions qui améliorent le tracé. C'est évident. Et qui permettent aussi de concerner une population beaucoup plus large, comme je l'ai montré sur ce plan. Ensuite, le transfert modal. Le transfert modal, il en a été question, vous le voyez dans le schéma entre la deuxième ligne au milieu et la troisième en bas. Le transfert modal est de 1%. Je vais vous montrer les chiffres qu'on peut citer et qui sont indiqués dans le document de l'enquête publique. Un transfert modal de 1% des véhicules vers le transport en commun, est-ce que ça justifie de 68 millions d'euros? Quand on regarde, et on va passer à la suivante, le fameux TRI, le taux de rendement interne, qui est le calcul entre différents paramètres de service et le coût. Le bénéfice, si vous voulez, le rapport, pas tout à fait un rapport coût-bénéfice, parce que ça prend en fait des critères tout à fait, disons, précis et différents. Hein. Voilà, et on calcule et on transfère en calculant sur le plan financier, si vous voulez. J'ai demandé la possibilité de bénéficier des données pour le calcul du TRI. J'ai demandé également de pouvoir avoir le taux de rendement par branche, puisqu'on a plusieurs branches. On a la branche, je dirais, vers la gare, on a la branche qui descend de la place de Haguenau par l'avenue des Vosges, et la branche nord. Ceci est légalement fait. Pour déposer un dossier, on doit faire un TRI qui n'est pas uniquement un taux de rendement global, on doit avoir un TRI par branche et section de branche. Je l'ai demandé, je ne peux pas vous le présenter, je ne l'ai pas. Quand je vois que l'on conteste un certain nombre de chiffres, aujourd'hui de manière polémique dans la presse, j'entends, mais je voudrais vous dire que lorsque nous avons débattu du budget, des 268 millions d'euros, le budget complet du pont Saint-Charles n'était pas pris en compte dans les 268 millions d'euros. Et Monsieur le Président de la CTS est là, et il nous a été présenté un budget, plus les opérations connexes, et tout le monde a compris. Alors il faut, si c'est pas vrai, me montrer le contraire, et sortir le détail du budget, ce que je n'ai jamais obtenu non plus, puisqu'on m'a refusé l'accès aux études d'avant-projet. Je n'ai donc ni les études, ni le budget détaillé, ni la possibilité de vérifier comment est calculé le taux de rendement interne. C'est la première fois depuis 30 ans, mesdames et messieurs, pour la première fois depuis 30 ans que les élus de tous les bords politiques n'ont pas eu un accès complet, rendu possible pour les études d'avant-projet. Vous savez ce que m'a répondu la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs que j'ai dû saisir, en disant, j'ai demandé et j'ai rappelé toute la liste. La CADA m'a répondu en me disant, écoutez, voilà, l'Eurométropole répond en disant, ben, c'est pas fini, les études ne sont pas finies, elles sont préparatoires, voilà, ils ne peuvent pas vous les donner. Mais ils me répondent aussi que j'avais droit à recevoir tout ce qui concernait toute une série de points qui sont pris en compte dans l'étude d'impact environnemental. Et que j'y avais droit même si ça n'était pas terminé. Pensez-vous que j'y ai eu accès? Que nenni. J'ai donc demandé, avec le jugement de la CADA, qui me dit aussi, vous avez droit, Madame Trottmann, à avoir les études dans le cadre du schéma d'aménagement des espaces extérieurs de la route de Lichler à Schiltigheim. J'y ai droit, je ne les ai pas. Or, ils sont financés dans le cadre d'une décision budgétaire que nous avons prise à l'Eurométropole. Donc, à un moment donné, si vous voulez, la transparence,
c'est le gage de la démocratie. S'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas non plus de respect, ni des élus, ni des citoyens. Voilà ce que je veux dire par rapport à des polémiques. Si M. Youn considère que des élus ou des citoyens n'ont pas compris quel était le budget et donnent des chiffres trop importants, qu'il montre et qu'il donne des vrais chiffres. Et on verra. Et c'est à lui de prouver, pas aux autres. Pas aux autres. Puisque nous n'avons pas la connaissance des chiffres. Donc c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Il y a aujourd'hui nécessité de remettre les points sur les i. Et alors, le point sur les i, ça, je peux vous dire que moi qui travaille dans les transports avec la Commission européenne, hein, quand même, voilà, quand je parle d'un TL, d'un taux de rendement qui s'équilibre à 120 ans, d'abord les gens me disent non, c'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Et comme nous avons la révolution des mobilités, vous savez, à Strasbourg, la révolution des mobilités, c'est aussi inventer de nouvelles manières de calculer la rentabilité d'un système. Pensez-vous le nombre de générations et le fait qu'on restera à un taux d'inflation d'1,5% jusqu'en 2140? Pensez-vous que les rames de tram que nous avons aujourd'hui vont tenir encore 100 ans? Plus de 100 ans, non. Je l'ai mis ici, en fait, il y a dans ce calcul, je lis le titre, ce rapport que j'ai qualifié de coût-bénéfice devient neutre à partir de 2080. Problème, c'est que dans certains cas, on prend des dates extrêmement lointaines quand elles arrangent, mais par exemple, quand on calcule la démographie, comme je l'ai vu d'ailleurs dans une prise de position d'un parti politique récemment, on s'arrête à 2027. Qui seront les contribuables en 2140 qui pourront avoir le bénéfice d'un tram qui aura été décidé aujourd'hui en 2024? Et franchement, ça, ce n'est pas possible. Et quand on veut prouver l'utilité publique d'un projet, je vais vous dire qu'on prend au maximum, c'est la durée de vie d'une rame de tram. Et la durée de vie d'une rame de tram, c'est 30 ans. C'est 30 ans, c'est à 30 ans qu'on peut calculer. Et avec aujourd'hui les aléas économiques, avec la guerre en Ukraine, avec le coût des matériaux, etc., qui peut dire qu'on va avoir un taux d'inflation à 1,50? Quand on est en dessous, c'est-à-dire qu'on se rapproche de 1%, de 0%, on est clairement en déficit. Donc ce projet, potentiellement, et j'avais demandé un stress test, parce que je pensais qu'on allait être en dessous, et qu'on allait être négatif, eh bien, le calcul, je ne peux pas le faire et le vérifier, puisque je n'ai pas les éléments à ma disposition pour pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose? Un tram, je dirais, un tram comme ça, enfin un tram magique, hein, qu'on pourrait financer, dont le rapport de bénéfices serait reporté de plus d'un siècle. Alors, on peut changer de slide, parce que je suis un peu longue. L'impact sur la circulation générale. Je voudrais revenir sur un document et sur un plan qui vous montre, alors il faudrait le voir de plus près évidemment, parce que là c'est un petit peu plus difficile, mais vous voyez quand même en rouge les différentes voies qui deviennent problématiques, et vous voyez aussi les croix qui sont dessinées au-dessus de l'axe qui va normalement vers Schiltigheim. Hein. Il y a les voies qui sont descendantes, et il y a les voies montantes qui deviennent interdites à la circulation. Alors on nous dit on a un formidable parc. Et ce formidable parc de Haguenau est un exploit. C'est un exploit, peut-être, mais il va être entouré à gauche par des voies à double sens d'accès à la M35, à droite, 2 lignes de tram qui vont circuler, plus une ligne, plus les 2 pistes cyclables, plus une piste cyclable traversant, plus un petit peu plus loin une bretelle d'accès à la M35 pour faire le lien quand même avec Schiltigheim, et une ligne de bus qui va repartir de Câblé vers le sud. Donc en fait, quand on supprime, et c'est le slide suivant, quand on supprime la L6 et qu'on la transfère sur la M35, quand on déplace la C3 et qu'on lui fait prendre un grand virage pour faire passer cette ligne par la rue de l'Église Rouge, eh bien on multiplie le temps de parcours pour les habitants de Bischheim pour aller dans le centre de Strasbourg. C'est donc une pénalisation directe, à gauche, à droite. Si un tram n'a jamais gêné
le réseau bus. Le tram a permis les échanges et la complémentarité avec les réseaux bus. Et ce que je reproche à ce projet, c'est précisément que quand on fait un tram pour gêner à la fois la circulation automobile et à la fois les bus, et qu'on n'organise pas l'intermodalité avec les gares suffisamment et avec le rail, bah écoutez, franchement, on est loin du progrès que l'on pourrait attendre. Alors, un petit mot sur la place de Haguenau, parce que la place de Haguenau, à l'ouest, on va avoir donc la circulation générale en double sens, vers la route du Général de Gaulle et la M35, et la circulation des bus depuis et vers la M35. Au sud, je parlais de la rue de Wissembourg. Pour la circulation automobile, ce sera la seule voie d'accès au secteur nord de Strasbourg, en venant de la place de Haguenau, côté ouest, et en venant de la M35. Et on aura en fait 3 lignes de tram, la C, la E et la H. Rue de Bischwiller, la petite rue de Bischwiller qui débouche tout près de la station qui est prévue donc, sur la place de Haguenau. Pour la circulation automobile, ce sera la seule voie de sortie du secteur nord de l'agglomération vers la place de Haguenau, qui donc est du côté ouest, et la M35, avec une circulation de bus dans les deux sens. Autrement dit, la petite rue de Bischwiller va être sursaturée par la circulation automobile et encombrée également par les bus. La rue de Haguenau, de l'autre côté de la station, est réservée aux circulations des bus et des cyclistes. La rue des Vosges, elle est quasi piétonnisée, puisqu'elle n'est pas complètement piétonne et elle n'est pas complètement mixte, puisqu'on a mis un bouchon qui est le bouchon de la station Oberlin, qui empêchera la circulation automobile de se faire. Donc, ce n'est pas vraiment non plus un site mixte. La rue Jacques-Cablé, elle est réservée aux circulations des bus et des cyclistes à partir de la rue de l'Église Rouge. Et la voie est de la place de Haguenau, je le disais, réservée au tram C, aux cyclistes, puis un petit accès aux voies autoroutières. Je dis cela pour vous montrer qu'il va y avoir un vrai problème pour les liaisons intercommunales, interquartiers. Et il y a un aspect que je trouve particulièrement dommageable dans le projet, c'est le fait qu'on ait dit que le quartier des écrivains serait bien desservi s'il allait directement au centre de Strasbourg, j'en ai déjà parlé, il ne va pas dans le centre de sa commune, mais surtout, ce qu'on rate avec ce tracé, c'est la connexion des centres, c'est la vitalisation des centres. Il y a aussi des Strasbourgeois comme moi qui aiment venir au centre de Schiltigheim. Il y a aussi les gens de Bischheim qui ont envie de passer par Schiltigheim ou d'aller au centre de Schiltigheim. Et donc, c'est là où il y a le bas blesse, c'est que, en fait, on est en train de rater, je dirais, un épisode qui aurait pu être tout à fait positif. Alors, je vais aller plus vite. L'impact sur la route de Bischwiller. Je vous ai mis ce slide, si vous arrivez à le distinguer, parce qu'on voit clairement l'aménagement de la route de Bischwiller, avec une piste cyclable double sens au milieu, avec des espaces de chaque côté, voilà, est-ce qu'ils sont circulants, piétons, voilà, des arbres plantés et des bouchons. Vous voyez les bouchons? Et les bouchons, qu'on voit très bien sur ce slide, eh bien, c'est les espaces. Alors, entendez bien le français et l'expression qui est employée. Ce ne sont pas des bouchons. Ce sont des espaces de retournement. Donc, vous prendrez un espace de retournement, ce qui s'appelle, en langage familier, un bouchon. Voilà. Donc, je vous suggère qu'on puisse réfléchir à ce tas de bouchons. Ensuite, j'ai souhaité parler de l'alternative interdite. L'alternative interdite, c'est celle qui a été portée par Kotchik, le tracé N4, qui était un tracé qui passait par Route de Bischwiller, Pont-Saint-Charles, Trois-Épis et Puteaux. Pourquoi je me suis intéressé à ce projet? Parce qu'il faut penser à l'avenir. Parce qu'on savait qu'il y avait déjà un changement, si vous voulez, possible. Et que quand on pense à l'avenir, on pense aussi à la chance que Schiltigheim a d'avoir 12 hectares, qui est le site Heineken, qui peut servir à l'élargissement de son centre-ville. Qui peut devenir un centre-ville pour les Chimiquois, mais aussi pour les voisins de Bischheim, pourquoi pas. Et ça permet au commerce de travailler, d'avoir une activité et aux gens de s'y rendre sans difficulté. Alors, à l'époque,
quand j'ai posé la question, puisque j'ai demandé moi-même, que l'on puisse analyser cette alternative. La réponse a été non. Non. Alors, les arguments, l'état du pont Saint-Charles. Le deuxième argument, Heineken. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, mesdames et messieurs, le pont Saint-Charles va être entièrement refait. Les culées, le tablier qui va être agrandi pour permettre tous les accès. Donc, en quoi est-ce que ceci pouvait être un argument dès lors qu'on sait que de toute manière, il fallait refaire ce pont? Alors, soit on avait oublié qu'il fallait le refaire, ce qui est quand même grave, soit on a pris cet argument, mais cet argument n'était pas sérieux. Et l'activité d'Heineken, que j'avais entendue déjà du temps d'Alfred Muller, on en avait discuté, j'ai contribué moi-même à garder le site en activité quand j'étais maire. Je peux vous le dire. Et c'était pas facile. Et donc, je respectais cette activité des brasseries. Et c'est pour ça que le tracé que j'ai proposé, je l'ai appelé le tram des brasseries. Pour mettre en valeur le site Fischer, pour mettre en valeur, en faisant passer le tram, le site Heineken. Donc on peut continuer. Ces deux arguments qui empêchaient l'examen, dans ce qu'on a dit, de la solution proposée par Kotchik, eh bien, ne tiennent plus aujourd'hui. Donc si on regarde les tracés, donc ce que j'avais appelé le tracé de base, c'est-à-dire celui qui avait été proposé par Kotchik, qui, vous le voyez, je crois que c'est assez clair, avec une zone en vert qui est une zone qui peut être une zone de rencontre, c'est-à-dire qu'elle est quand même encore accessible, sans les bouchons que vous avez vus précédemment, la traversée vers Trois-Épis, la différence avec et après le tracé identique du tram nord tel qu'il est proposé. Pourquoi est-ce que, en fait, c'est intéressant? Parce qu'avec ce tracé, eh bien, vous n'avez plus la voie unique de 600 mètres, qui est précisément celle qui commence au carrefour de l'embranchement. Ma variante, que j'ai rajoutée en quelque sorte sur le tracé qui était excellent, c'est l'opportunité à vérifier, évidemment, mais ce que j'ai proposé, c'est de passer par le site Heineken et de pouvoir organiser la relation avec le train, soit en trouvant la bonne méthode pour rejoindre la gare de Bischheim ou en déplaçant la gare de Bischheim vers Trois-Épis pour en faire un pôle multimodal. Je m'empresse de dire aussi que, en fait, quand on va vers Futura Glaciaire, depuis la mairie, on peut avoir une connexion du tram, de cette ligne de tram que j'appelle la ligne A, vers la ligne B, c'est-à-dire la possibilité d'avoir aussi un renforcement du tramway dans la ville de Schiltigheim et pour Bischheim. Je pense que si on fait le tracé nord tel qu'il est prévu, on ne peut pas transformer en hub multimodal la station mairie, et il faut pouvoir avoir une station mairie qui permet d'être proche de la bibliothèque et médiathèque, qui permet de desservir le quartier Sainte-Odile, qui est un quartier prioritaire de la ville. Le slide suivant, eh bien, ce slide suivant, je l'ai appelé le crépuscule du tram. Pas parce que c'est une photo de synthèse qui est prise lorsqu'il fait sombre et qu'il y a les réverbères allumés, comme vous voyez, mais parce qu'il y a plusieurs éléments dont je voudrais reparler. Un, vous voyez la voiture avec une flèche, elle arrive directement sur le tram. Mais cette voiture qui arrive directement sur le tram, donc qui montre la difficulté de cohabitation sur le même espace entre les trams et les voitures, la voiture a disparu. Dans les documents que vous verrez, qui ont été, pour certains, réimprimés, la voiture a disparu. Pourtant, le commentaire est toujours là, et le commentaire, c'est effectivement, il ne s'agit pas de faire disparaître la voiture. Et pourtant, elle s'est évaporée. Elle s'est évaporée parce que, de fait, c'était un peu gênant d'avoir mis dans un document officiel une voiture qui, par sa direction, est en face d'un tram qui a son conducteur à l'intérieur, avait l'air de vouloir s'avancer pour le percuter. Donc, voilà pourquoi ces petits clins d'œil. Vous savez, avant, après. Mais vous savez aussi, en fait, sur cette photo, vous voyez un véhicule de livraison, DHL. Vous en voyez, en fait, là on ne le voit pas trop, un deuxième qui est également une marque de transport multinationale. Ça veut dire quoi? Les livraisons, le commerce électronique, plus de commerce de quartier. La mondialisation.
Ça veut dire aussi que quand vous voyez, les piétons sont à un endroit, avec les vélos et les deux roues, à un endroit. Quand vous regardez le plan de l'avenue des Vosges, vous avez compris, c'est d'ailleurs le même problème que ce qu'on a route de Bichivert, c'est un problème de traversée. Alors c'est encore pire avenue des Vosges, parce que vous n'avez que quelques espaces qui sont prévus, et sur la gauche, c'est-à-dire là où vous avez des arbres, on ne les voit pas très bien là, tout à fait sur la gauche de la ligne de tram, eh bien vous avez ce qu'on appelle des nous. Et les nous, ce sont en fait des caniveaux qui permettent de récupérer l'eau de pluie et de si vous voulez, l'eau de surface. Alors, pourquoi des nous qui sont quand même de plus de 3 mètres de large, avec une pente très importante? Eh bien, c'est parce qu'il faut occuper l'espace. Puisque l'architecte des bâtiments de France a dit, vous mettez le tram au milieu, et vous ne mettez pas les vélos dans l'espace circulant, vous les mettez sur les trottoirs. Total, il fallait trouver une solution. Donc, on réinvente les douves, les châteaux forts, et on vous met un caniveau qui est en fait un petit canal, qui va faire 3 mètres de large. Vous imaginez pour les moustiques tigres, comme c'est agréable de pouvoir proliférer dans cette eau qui va stagner. Donc, moi je veux bien qu'on parle d'environnement, mais quand vous regarderez les documents, et vous verrez quelque chose de très intéressant. Vous voyez qu'on a pris des mesures, et dans les argumentaires de la majorité, on vous dit on baisse de 6 degrés la température du sol dans l'avenue des Vosges. Normal, vu ce qui va s'y passer, et vu le rafraîchissement avec les loups. Bon, normal qu'on descende, parce qu'il ne s'y passera plus rien. Parce que ce ne sera pas agréable pour les piétons d'être dans un espace pareil, où il ne se passera rien, si vous voulez. En ce qui concerne la respiration, regardez le rouge qui arrive dans les voies adjacentes, exactement comme à Chépicane, vous pouvez le vivre, route du Général de Gaulle ou dans les petites rues, dans le quartier des Materies, etc. Eh bien, tout le transfert des émissions se fera dans les petites rues. Et là, quand vous écoutez les gens qui vous expliquent que quand il faisait, par exemple, un monsieur de mon quartier, qui faisait 350 mètres pour aller chercher son père atteint de poliomyélite, il fera demain, avec les boucles de circulation, 1,5 km pour aller chez son père. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont venues nous voir en nous disant, vous vous rendez compte, pour aller chez moi, rue Jacques Cabet, je suis obligé de monter sur l'autoroute, de ressortir et de redescendre pour pouvoir arriver, puisque je ne pourrais pas passer par la rue de l'Église Rouge, puisque je ne pourrais pas, enfin voilà, je passe les choses, les gens découvrent aujourd'hui dans quelle situation ils vont se trouver. Donc, je termine en disant qu'il faut se mobiliser, écrire, dire comment votre vie va changer. Parce que ce n'est pas seulement les communes concernées, Bischheim et Schiltigheim ou Strasbourg, ce sont aussi des quartiers. On a vu que le quartier le plus pénalisé, ça va être la Roverso, qui n'aura plus d'accès direct, qui n'aura pas d'accès direct à la gare, qui aura des ruptures de charge pour les élèves qui vont aller à l'école. Jusqu'à présent, on a toujours conçu les tramways pour permettre, et surtout maintenant qu'il y a la gratuité pour les jeunes, pour permettre de desservir les lieux de formation, les écoles, les lieux culturels, etc. Et les quartiers où les gens n'ont pas de quoi se payer une voiture. Donc la valeur sociale, si vous voulez, c'est vraiment aussi un élément important, et moi je continue de militer pour que les plus de 65 ans bénéficient également de la gratuité. Alors je veux dire que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'un ancien du tram, qui a dirigé des projets à Strasbourg, a été responsable du tram de Luxembourg, qui a remplacé le modèle de Strasbourg, parce qu'aujourd'hui il est beaucoup moins performant qu'il ne l'a été, et il a utilisé ce que je vous ai dit au début, comme il m'a dit en souriant, j'ai utilisé les règles de Catherine Trottmann, j'ai utilisé les règles du succès du tram. Eh bien, ce qu'on nous prévoit n'est pas un vrai succès, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé du crépuscule du tram. La piétonisation de la route de Bischwiller fait partie du projet de tram Nord. Ce n'était pas du tout évident qu'elle en fasse partie, parce qu'on n'en avait pas, elle n'a pas je dirais, d'impact direct par rapport au projet du tramway. Elle est soumise à la modification du plan local d'urbanisme qui est intégré à l'enquête publique. Cette modification du PLU a été un épisode très pénible pour un certain nombre d'élus, dont moi, qui ai pris l'initiative de vérifier
ce que les habitants avaient exprimé comme avis sur les modifications du PLU, qui impliquait le changement de statut d'une voie structurante d'agglomération, c'est-à-dire une voie circulante, un axe d'accès à la ville de Strasbourg, à savoir l'avenue des Vosges, la route de Bischwiller et bien d'autres. Et quand j'ai constaté, avec un autre collègue, Pierre Jakubowicz, et nos collaborateurs, puisque la présidente m'avait autorisé pour le coup à consulter l'avis des habitants, nous avons constaté, à 6 qui avions lu l'ensemble des contributions, que 97% des expressions étaient défavorables. Dans le rapport qui a été remis à la commission d'enquête et qui a été voté par la majorité de notre Conseil, on dit que le bilan est contrasté. Encore une expression de français que j'apprécie particulièrement. Jusque-là, d'habitude, on mettait des pourcentages et on disait tant d'avis, tant de pourcentage favorable, tant de pourcentage défavorable. Je l'ai dit de manière très officielle dans notre Conseil, ce bilan est insincère, cette modification du PLU n'a pas été approuvée, puisque 97% des avis sont défavorables, qu'on le calcule de cette manière ou qu'on le calcule avec en pondérant, ça revient strictement au même, on est de toute manière au-dessus, largement au-dessus des 80%. Voilà donc aujourd'hui, dans le dossier d'enquête publique, vous avez une modification du PLU qui est censée être positive, parce qu'on considère que, au fond, le projet est déjà décidé. Il a été décidé et imposé en 2021. Vous n'aviez rien à dire. Dans les concertations, votre avis n'a pas compté. Nous avons eu 3 concertations successives, et chaque fois, les concertations venaient avant des modifications qui n'étaient jamais discutées. On l'a vu pour la route de Bischwiller, on l'a vu évidemment aussi pour la place de la gare qui a été mise en impasse, on l'a vu également pour la manière dont a été traitée l'avenue des Vosges. Donc, nous avons une ville qui devient ségrégative. La politique qui est menée aujourd'hui divise les quartiers, divise les gens, interrompt les relations intercommunales et interquartiers. Pour moi, ça, c'est vraiment le contraire d'un projet métropolitain basé sur la vie des gens qui doivent aussi communiquer, qui doivent aussi pouvoir voir les petits-enfants, pouvoir aller voir leur médecin. Je vois plusieurs fois dans la semaine des gens qui ont l'intention de déménager. Je vois un centre-ville qui s'est déjà vidé d'habitants. Le tram a permis à des habitants de revenir habiter dans le centre-ville. Et là, vous le voyez, aujourd'hui, si on fait une ville, parce qu'on a la Neustadt, qui est réservée aux touristes et aux Airbnb, ce ne sera plus Strasbourg. Ce ne sera plus une ville mélangée, où les gens d'horizons différents, d'origines différentes, d'âges différents, de conditions physiques et sociales différentes, peuvent parfaitement vivre ensemble. Pour moi, aujourd'hui, quand Kolchik dit qu'il va y avoir au fond un enfermement dans les quartiers, oui, c'est pas seulement un enfermement des habitants, c'est-à-dire une assignation à résidence, c'est plus que ça. C'est la division entre les quartiers. Et quand j'ai entendu qu'en fait, à Schiltigheim, on voulait gentiment s'occuper juste des déplacements chez soi, mais pas des voisins, et qu'on n'aimait pas trop que les voisins viennent chez soi, eh bien je vous dis, c'est le début de la dissociation d'une société qui ne sait plus penser ensemble. Donc, il est urgent que vous puissiez aussi exprimer votre vision. Moi, je regrette que la vision qui devait être proposée, avec vraiment la clarté d'un programme qui intègre l'ensemble des paramètres qui étaient importants dans ce projet, notamment la transformation de la place Vial et la transformation de l'arrière-gare, où aujourd'hui on nous dit « oh non, ça ne fait pas partie du projet ». Mais si, ça fait partie du programme du projet. Simplement, ça n'a jamais été conçu comme tel, parce que ça a obligé là aussi, s'il y avait eu un programme, de dire la vision, de dire tous les projets, tous les impacts, tous les projets qui étaient connectés, et d'agir avec la même transparence, le même sérieux et la même écoute des habitants que ce que l'on pouvait attendre. Donc là aussi, en ne prenant pas cette disposition qui est une disposition qui existe dans, je dirais, les textes et les règles d'urbanisme, en court-circuitant la possibilité de traiter tous ces projets ensemble comme un programme, on a finalement saucissonné, ce qui permettait de saucissonner les concertations et de pouvoir faire un projet au fur et à mesure, c'est-à-dire un projet qui devient de plus en plus cher,
de plus en plus difficile à maîtriser et de plus en plus opaque. Voilà pourquoi je crois que vous devez vous mobiliser. Merci.